Bonsoir à tous. Merci beaucoup, professeur Dr Aboul Fadl. Merci à toute l'association L'Amal. J'espère que vous m'entendez. D'où le quiproquo. En fait, j'avais une laryngite et donc on avait décidé que ce serait professeur Benhassou qui présenterait, mais finalement, c'est moi qui présente. Alors, je voudrais d'abord vous remercier et vous dire combien je suis émue d'être là parmi vous, combien je suis émue de me voir entre les générations, de voir mes aînés, mes professeurs ici, de voir ceux qui ont été à l'amphi à côté de moi, donc ma génération, et puis de voir, j'en ai aperçu aussi certains de mes étudiants, et ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, ce qui m'a été confié dans cette session ménopause, ce sont les troubles trophiques. Et on m'a demandé aussi explicitement de respecter le temps, chose que je vais faire, j'espère. Donc, pour aborder ces troubles trophiques, je vous déclare d'abord que je n'ai aucun conflit d'intérêt, ni avec aucune société pharmaceutique. Et j'aime bien commencer mes sujets par de l'étymologie, donc par décortiquer les mots. La ménopause, elle vient du mot grec méno, ménos, moi. Donc, c'est les règles, en général, on veut dire les règles, et pause, arrêt, cessation. Donc, finalement, c'est l'arrêt des menstruations. Et comme vous le savez, les menstruations ne sont que la partie visible de l'iceberg, la partie visible de la fonction ovarienne. L'âge moyen de la ménopause au Maroc, il est de 50 ans, c'est confirmé par les études. Et l'espérance de vie d'une femme, donc quand on a un nouveau-né de sexe féminin à la naissance, on pense, enfin statistiquement, cette petite fille vivra dans les 75 ans. Donc ça veut dire qu'un tiers de la vie de la femme, elle le passe en ménopause. Alors chronologiquement, le vieillissement ovarien, ce n'est pas du on-off, c'est-à-dire la femme ne se réveille pas un beau jour ménopausée. C'est des choses qui se passent petit à petit, et quand je te dis petit à petit, c'est des choses qui se passent sur 10, 15 à 20 ans. Donc le vieillissement ovarien va commencer par une baisse de la fécondité, donc une altération de la qualité ovocytaire qui va se manifester dans la périménopause précoce par des cycles qui deviennent de plus en plus courts, ce sont des cycles réguliers, mais qui se raccourcissent. La femme vous dit, j'avais l'habitude d'avoir un cycle de 30 jours, maintenant j'ai plutôt du 25 ou du 24 jours. Ça se comprend par la mauvaise qualité du corps jaune. Donc à partir du moment où l'ovocyte est de moins bonne qualité, le corps jaune aussi est de moins bonne qualité, et ainsi la phase lutéale est moins longue. Les symptômes d'insuffisance lutéale se voient, c'est une femme qui commence à voir des choses changer en elle, et puis un peu plus tard, 5 à 10 ans plus tard, on va arriver à la périménopause tardive où on voit une vraie insuffisance ovarienne. C'est des femmes qui vont avoir une raréfaction des règles qui surviennent tous les 2, 3, 4 mois, donc des cycles qui deviennent complètement anarchiques avec des fois installation des troubles climatériques et ensuite s'installe la ménopause vraie qui, pour rappel, je vous rappelle, la ménopause, elle a cette définition rétrospective. On ne parle d'une femme ménopausée que quand il y a absence ou aménorrhée, donc absence de survenue des règles, aménorrhée de 12 mois. Donc on ne peut parler de ménopause vraie que rétrospectivement. Alors les patientes, ces patientes ménopausées ou en périménopause, parce qu'on est sur un continuum nosologique, si j'ose dire, même si on n'est pas dans la pathologie vraie, on est quand même sur un processus physiologique, on est sur un continuum et les patientes peuvent venir tour à tour se plaindre d'un certain nombre de symptômes. Donc les symptômes, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, puisqu'on aborde les troubles trophiques, ce sont ces 3 groupes de symptômes. Donc on a les symptômes vulvovaginaux, donc la sécheresse et les brûlures et irritations. Bon, on voit ici des chiffres, mais les chiffres, ils sont à prendre entre parenthèses. Les études, ça dépend il y a aussi des biais de recrutement. Les études se font souvent chez des patientes consultant pour un certain nombre de signes, sachant que beaucoup de femmes ne vont pas consulter. Donc on retrouve jusqu'à 78% de sécheresse et jusqu'à un tiers des femmes qui vont se plaindre de brûlures et d'irritations vulvovaginales. Il y a aussi des symptômes sexuels, surtout les dyspareunies, dans 31% des cas à peu près, et elles sont encore plus inquiétantes, bien sûr, quand elles n'existaient pas auparavant. On peut avoir des patientes qui se plaignaient de dyspareunie parce que toutes les dyspareunies ne sont pas dues à la ménopause, elles ne sont pas dues à la carence hormonale. Ensuite, il y a aussi les symptômes urinaires et c'est tour à tour, ça va être donc des douleurs à la miction, des infections à répétition, de la pollakiurie, mais également de l'incontinence par urgenturie. Et c'est vraiment ça qui dérange les femmes et c'est beaucoup plus, on le comprend, ces signes-là qui vont mener les patientes à consulter que les signes vulvovaginaux et sexuels, parce qu'on le sait, vous le connaissez tous dans votre pratique, c'est en général entouré de beaucoup de tabous. Donc tous ces signes-là définissent ce qui est nommé maintenant dans la littérature
littérature et par les sociétés savantes qui étudient la ménopause. C'est ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Donc maintenant, on a enlevé les mots troubles trophiques relatifs à la ménopause et on parle de syndrome urogénital de la ménopause. Donc nos patientes, vos patientes, elles vont arriver chez vous en se plaignant de l'un ou l'autre de ces symptômes-là. Mais pas que. Elles peuvent venir aussi se plaindre d'autres symptômes qui peuvent être en premier lieu, à la première ligne, et vous les connaissez tous, c'est en général des bouffées de chaleur qui peuvent rendre la vie difficile aux patientes. On a vu les patientes, elles sont ménopausées vers 50 ans, ça veut dire qu'elles sont en périménopause vers les 45 ans. Ce sont des patientes qui sont actives de plus en plus maintenant, des patientes qui se travaillent, qui ont des réunions, qui doivent être donc au maximum de leur performance, et ces bouffées de chaleur peuvent les empêcher donc justement de vaquer à leur occupation quotidienne. Elles peuvent aussi avoir des troubles de l'humeur, de l'irritabilité, de l'anxiété, de la dépression. Je sais que la session qui suit, ça va être un collègue psychiatre, donc il va traiter les troubles psychiques, donc on ne va pas trop s'attarder dessus. Il y a aussi tout ce qui est insomnie, perte de mémoire, modification des poils, des cheveux, de la peau, prise de poids. Donc ici, je voudrais m'arrêter sur ce qu'on appelle la dimension prophylactique de la médecine sexuelle. C'est-à-dire que les patientes qui vont venir pour ces troubles-là, même si elles ne se plaignent pas des signes du syndrome de génito-urinaire, il faut leur tendre la perche, il faut leur poser des questions. Une question ou deux peuvent les débloquer et des fois, elles peuvent justement nous dire toutes leurs souffrances par rapport à leur vie maritale, leur vie conjugale ou juste à leur vie quotidienne quand il s'agit de signes urinaires. Donc il y a aussi tout ce qu'on appelle les complications. Là, ce qu'on a vu, c'était plutôt les manifestations, mais il y a aussi tout le volet des complications. L'ostéoporose, et bien sûr, je ne m'aventurerai pas à en parler. On a notre maître, professeur Hijaj Hessouni, ici, qui va en parler en long et en large. Il y a aussi tout le risque cardiovasculaire, qui est sérieux et qui existe bel et bien et qui est bien démontré dans la littérature. C'est un risque qui va toucher les femmes ménopausées, qui va augmenter le risque d'événements indésirables cardiovasculaires, que ce soit par la carence hormonale, mais aussi par la modification du métabolisme lipidique. Donc, les patientes, quand elles viennent vous voir, il faut que ce soit une opportunité pour vous, une opportunité de les voir vraiment de façon, on va dire, holistique, de façon globale. Ce sont des patientes qui vont arriver à un âge où vont se déclarer des maladies chroniques, où vont se déclarer un infléchissement des fois de leur état de santé en général. Et donc, il ne faut pas perdre l'occasion de les voir vraiment systématiquement et de façon complète, d'énumérer leurs facteurs de risque, quels qu'ils soient, cardiovasculaires, risque d'ostéoporose, mais aussi tous les autres risques qui sont à côté, de décortiquer leurs plaintes somatiques, et c'est pour ça que je vous ai mis différemment les plaintes des patientes, mais les complications. Les patientes, ce qu'elles voient, ce sont les signes fonctionnels, ce sont les choses dont elles souffrent, et il faut bien sûr les noter pour pouvoir apporter une réponse et une amélioration par rapport à ça. Il y a aussi tous les signes physiques qui doivent être notés, et il faut aussi être à la recherche des complications. Donc, bien sûr, les examens complémentaires, ils se feront en fonction de l'état de la patiente. Comme je vous disais, c'est une opportunité de dépistage. Professeur Miko en parlait, dépistage du col de l'utérus, en fonction des recommandations que l'on suit, soit par frottis, soit par recherche primaire d'HPV. La mammographie aussi, elles sont à l'âge du dépistage du cancer du sein. On peut également être amené à prescrire des bilans biologiques ou radiologiques. Là, je voudrais vous parler de l'éducation pour le changement de comportement. En général, c'est des choses dont on parle à la fin, quand on n'a plus votre attention. Donc, on est encore dans les 10 premières minutes. C'est-à-dire que j'ai encore votre attention. Moi, quand j'étais étudiante, on nous parlait IEC, information, éducation, communication. C'était en général la dernière plaque. C'était la plaque de la prévention. Et on n'y accordait pas beaucoup de temps. Maintenant, en 2022, et maintenant que l'OMS émet des recommandations, maintenant qu'on parle de plus en plus d'une qualité de vie, qu'on parle de médecine holistique, qu'on parle de médecine prédictive, qu'on parle de médecine personnalisée, il est inconcevable que nous soyons des robots, vous et moi, en face de nos patientes. Je parle souvent au féminin, je suis gynécologue, en tout cas en face de nos patientes ou de nos patients. Il est inconcevable qu'on ne prenne pas le temps de faire un temps d'éducation. Le temps d'éducation, ce qu'on appelle maintenant l'information, éducation, communication pour le changement de comportement est très important. Et c'est vraiment la valeur ajoutée avec laquelle peuvent sortir vos patientes et qui peut faire un déclic et changer certaines choses dans le sens de diminution de facteurs de risque de plusieurs pathologies.
Donc, en général, on parle de mode de vie sain, nutrition et activité physique. Quelles que soient les pathologies qu'on voit, on peut voir souvent qu'il y a un impact positif de ces deux composantes, la nutrition et l'activité physique, sur plusieurs pathologies. L'éviction des toxiques, l'éducation sexuelle. Vous me direz, c'est peut-être pas l'âge de l'éducation sexuelle, ce sont des patientes à 50 ans. Eh bien, si, l'éducation sexuelle, ne serait-ce que le droit à une sexualité épanouie, parce que très souvent, la sexualité chez les femmes, elle est corrélée à la procréation. Et on voit chez certaines femmes, justement, avec l'arrivée de la ménopause, en quelque sorte, elles ne se donnent plus ce droit à une sexualité épanouie, et c'est ce qui va causer en général des troubles du désir, dans un premier temps, et puis des troubles aussi de la pénétration, des dyspareunies, et ainsi de suite. Le suivi de pathologies chroniques aussi, quand il y en a, il est important de faire un point dessus. Les traitements qui nous intéressent, les traitements, mais chez de la ménopause en général, les traitements du syndrome génito-urinaire de la ménopause. Donc on a parlé du style de vie sain. Il est toujours important de le citer dans un premier temps. Il y a aussi tout ce qui est traitements hormonaux, les traitements non hormonaux, les traitements physiques, et puis tout ce qui est médecine complémentaire et alternative. Donc pour le style de vie sain, on ne le citera jamais. Il est important de rappeler à nos patientes l'importance d'avoir une activité physique régulière, surtout qu'après la ménopause, il y a une tendance à la prise de poids, l'alimentation saine, l'hydratation suffisante, l'éviction de tout ce qui est toxique, notamment l'alcool et le tabac. Mais enfin, ça, ce sont des choses beaucoup plus générales. Maintenant, par rapport au syndrome urogénital de la ménopause, le traitement le plus efficace, ce sont des signes qui sont dus à une carence en hormonal. Le traitement le plus efficace est le remplacement hormonal. Maintenant, est-ce qu'on va proposer des hormones chez toutes les patientes? Non. Ce n'est pas un traitement c'est un traitement qui ne doit jamais être systématique. On va voir au cas par cas, parce que même le vécu de la ménopause et les symptômes de la ménopause, il va varier en fonction des patientes. Donc, on va avoir des patientes qui vont beaucoup plus se plaindre des signes climatériques et beaucoup moins des signes génito-urinaires, des patientes qui n'auront que des signes génito-urinaires, qui n'auront pas des signes climatériques, des patientes pour qui ça va passer vraiment de façon très muette et qui ne vont se plaindre finalement de rien. Donc il est important de juger la demande et de faire cette balance bénéfice-risque, qu'est-ce qu'on attend chez les patientes, surtout par rapport à leurs antécédents personnels et familiaux, notamment je pense ici à tout ce qui est pathologie cancéreuse, le cancer du sein, mais également aux pathologies cardiovasculaires. Donc on peut proposer ce traitement-là en évaluant la balance bénéfice-risque, en évaluant le besoin et en expliquant les contre-indications et les effets secondaires chez les patientes. Et bien sûr, il faut obtenir leur consentement éclairé, et quand on est amené à prescrire ce genre de traitement, c'est des traitements qu'il faut réévaluer tous les 6 mois. À chaque fois, on refait la balance bénéfice-risque pour voir est-ce qu'on continue ce traitement-là ou pas. Quand la patiente se plaint beaucoup plus des signes locaux, donc du syndrome urogénital, on peut proposer un traitement hormonal, mais local. On peut proposer une oestrogénothérapie locale, et c'est le traitement de référence pour ce type de signes. Donc c'est en général celui qui donne les meilleurs résultats, surtout pour les signes urinaires et les signes génitaux, mais également pour les signes sexuels. Quand je parle des signes sexuels ici, je parle de la dyspareunie en premier lieu. Je ne parle pas de la baisse de désir qui, elle, a un traitement sexologique qui n'est pas physique. Bien sûr, il est contre-indiqué en cas de cancer du sein. Il est contre-indiqué en cas de cancer du sein en premier lieu. On va le voir parce qu'il y a d'autres thérapeutiques locales, mais quand on a échec de ces thérapeutiques-là, on peut aussi proposer une oestrogénothérapie locale quand la demande se présente chez la patiente. Donc il y a aussi tous les traitements non hormonaux et qui vont aussi différer en fonction des symptômes ciblés. Pour notre cas, donc du syndrome génito-urinaire, il y a tout ce qui est lubrifiant. Les lubrifiants, c'est un traitement topique, c'est un traitement local, c'est un traitement symptomatique qui va soulager la sécheresse et l'inconfort vaginal au cours du rapport sexuel. Donc c'est du traitement minute. C'est un traitement qui va être utilisé pendant le rapport sexuel. Il n'apporte aucun autre bénéfice à court, à moyen ou à long terme. C'est-à-dire c'est vraiment un traitement pour rendre la sexualité possible et moins pénible chez les patientes. Il n'y a aucun argument de supériorité d'un produit par rapport à un autre dans la littérature. Dans les revues de littérature, même si nos amis, les représentants médicaux, viennent toujours vanter des produits par rapport à d'autres, à l'heure actuelle, il n'y a aucune molécule qui soit supérieure à l'autre.
Il y a aussi les hydratants. On parlait des lubrifiants, il y a les hydratants vaginaux. C'est en général ce qui nous est présenté en général sous forme d'acide hyaluronique. Ce qu'on a au Maroc, c'est en général de l'acide hyaluronique. C'est des traitements aussi topiques qui vont apporter de la lubrification, mais aussi un effet à moyen terme, donc qui vont aussi avoir cet effet. Donc, c'est de la muqueuse vaginale-like, c'est-à-dire qu'ils vont couvrir le vagin et protéger la muqueuse vaginale, rendant ainsi tout ce qui est physique, donc toutes les agressions physiques, moins agressives, et ça donne une réponse en général qui peut se prolonger dans le temps. Dans les études, toutes les études qui comparent ces différents agents, ce sont des études qui s'arrêtent à 6 ou 12 mois. Donc on ne sait jamais quel est le devenir à long terme de ces traitements-là. Ils apportent un bénéfice sur les scores. Donc c'est en général des études qui évaluent la réponse par rapport à des scores de bien-être chez les patientes, mais aussi par des mesures du pH vaginal. Ça apporte un bénéfice, mais les études ne vont jamais au-delà de 12 mois. Donc, ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est que quand les patientes se plaignent de signes donc, génitaux et urogénitaux de la ménopause, il faut leur proposer soit un lubrifiant, soit un hydratant, sans que l'un ou l'autre ne soit meilleur par rapport justement en termes de supériorité ou d'efficacité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les traitements physiques. Donc, le laser est le plus connu. On va voir qu'il y en a d'autres. C'est une alternative thérapeutique. Pour les confrères qui s'installent, qui ont du laser en général, c'est une alternative qui est vantée comme étant la meilleure. La littérature dit que c'est une alternative, mais qui n'est pas meilleure. Elle apporte un bénéfice, mais elle n'est pas meilleure que toutes les autres thérapeutiques. Le traitement de référence par rapport auquel on compare en général, c'est l'oestrogénothérapie locale. Parce qu'on a dit que ce sont les oestrogènes locales qui donnent le meilleur résultat. En général, c'est notre traitement de référence avec lequel on compare et il n'y a pas une supériorité par rapport aux oestrogènes locaux. Donc c'est un traitement qui peut être effectivement proposé à nos patientes, mais il s'agit de leur dire que c'est un traitement aussi qui a un effet à court, voire à moyen terme. C'est un traitement dont elles ne garderont pas le bénéfice à long terme. Et là aussi, sur les études, on ne connaît pas les effets à long terme. On ne sait pas ce que deviennent ces patientes au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, sachant que ce sont des traitements itératifs. Alors, les autres traitements aussi physiques, il y a aussi tout ce qui est radiofréquence, photobiomodulation, l'injection locale d'acide hyaluronique, et tout ce qui est maintenant très à la mode, le lipofilling et l'injection de PRP. Pareil, la littérature dit qu'il n'y a pas d'argument pour les proposer en premier lieu chez des patientes. Ce sont des alternatives thérapeutiques, on peut les proposer, on peut voir la réponse chez les patientes, mais ce ne sont pas des traitements qui sont supérieurs actuellement aux thérapeutiques de référence. Il y a aussi beaucoup de produits qui nous vantent leur mérite, qui se vantent d'être la panacée universelle, qui nous disent qu'il y a une amélioration sur les signes climatériques, sur les signes génitaux, les signes urinaires. C'est des produits qui peuvent être soit de la phytothérapie, phytoœstrogènes, des vitamines, des suppléments. Il y a tout ce qui est aussi très à la mode maintenant, tout ce qui est relaxation et autres. Dans la littérature, je n'ai pas trouvé d'études qui retrouvent des résultats probants. Ce sont des choses qui peuvent être pratiquées par les patientes. Si ça leur apporte un bien-être, tant mieux, mais ce ne sont pas des choses qui vont améliorer le score de bien-être au niveau vaginal et urinaire. Donc en conclusion, la périménopause, la ménopause, c'est une opportunité de santé à saisir chez nos patientes. Quand elles viennent se plaindre d'un symptôme, il faut leur tendre la perche, il faut aller chercher les autres symptômes accompagnateurs, il faut en profiter pour faire de l'information, il faut en profiter pour faire du dépistage, c'est l'âge des dépistages, et il faut en profiter pour offrir une prise en charge qui soit correcte. Donc finalement, la pièce d'identité de notre syndrome urogénital de la ménopause, donc ce sont les symptômes génitaux, sexuels et urinaires qui sont liés au déficit de la ménopause. Dans les études, on va retrouver des prévalences qui vont jusqu'à 70%. Et il y a certains facteurs de risque qu'il ne faut pas oublier. Donc, les patientes qui ont déjà eu une chirurgie vaginale, qui sont tabagiques, qui sont alcooliques, qui ont du diabète, donc il y a une mauvaise vascularisation. Il y a aussi le fait d'avoir déjà peu de rapports sexuels, la nulliparité vaginale. Tout ça, ce sont des facteurs de risque. Ce sont des patientes chez qui on va plus aller sonder ou chercher ces signes-là. Bien sûr, le diagnostic est strictement positif,
Donc, c'est votre interrogatoire, c'est votre recueil d'anamnèse et c'est votre examen physique. L'impact, il est clairement démontré dans la littérature, plusieurs écrits sur l'impact négatif, que ce soit de la qualité de vie, de la santé et de la sexualité des femmes. Et nous avons des traitements que nous pouvons utiliser, bien sûr, en fonction de la demande des patientes, pour pouvoir justement leur apporter un bien-être. Merci. Bonsoir tout le monde. Et à mon tour, je voudrais féliciter l'association Amal pour cette excellente organisation, les excellents thèmes et en particulier le bureau. On remercie le professeur Bouziane pour cette présentation qui est vraiment qui intéresse tout le monde, la plupart. Alors, passons aux questions, si vous avez des questions à l'assistance. Merci beaucoup, Amel, pour cette excellente présentation. S'il te plaît, entre le choix entre traitement hormonal et est-ce qu'il y a une supériorité du traitement hormonal local par rapport à l'acide hyaluronique? Et ma deuxième question, est-ce qu'il y a un protocole thérapeutique qu'on peut proposer à la patiente de renouveler le traitement parce que ça persiste? Merci. Merci beaucoup, Bédia. Effectivement, très très bonne question. Alors, le traitement, on va dire, qui va donner le meilleur résultat en termes d'efficacité à court et à moyen terme, c'est les oestrogènes locaux. D'accord. Maintenant, effectivement, on peut être frileux à proposer une hormonothérapie, avec tout ce que ça sous-entend comme facteur de risque de cancer, sachant que le traitement local n'est pas un facteur de risque de cancer ni du sein ni de l'endomètre, que ce soit clair, mais n'empêche que pour les patients, des fois, c'est perçu comme étant un facteur de risque. Alors, quand les patientes cherchent, ne se plaignent pas de signes urinaires, ne se plaignent pas de gêne au quotidien, c'est-à-dire en journée, elles n'ont pas de gêne, elles n'ont que un souci au niveau de leur vie sexuelle, qu'il n'y a que des dyspareunies dues à la sécheresse. Il convient de faire de l'éducation thérapeutique, donc de prendre plus de temps lors des préliminaires, parce qu'il y a quand même une lubrification résiduelle, même si la femme est ménopausée, et on peut proposer un lubrifiant seul. Maintenant, quand on escompte un bénéfice à un peu plus long terme, pas du long terme, mais enfin du court à moyen terme, on peut proposer des traitements hydratants, l'acide hyaluronique. D'accord. Maintenant, quand on a testé ça et qu'on n'a pas eu de réponse, on peut proposer une oestrogénothérapie. Je parle donc de la dyspareunie, ou de la sécheresse vaginale. Quand on a aussi des signes urinaires, quand on a une femme qui va se plaindre d'une urgenturie, donc c'est tout le plancher pelvien qui souffre d'atrophie, on peut proposer d'emblée une oestrogénothérapie. Et c'est en fonction de la réponse au traitement qu'on verra. En général, on fait des cures de 3 semaines, en général, qu'elle peut renouveler tous les 2 à 3 mois. Fonction. C'est vraiment c'est au cas par cas. Il n'y a pas un protocole qui soit bien défini. Alors, sur les anciennes publications, l'oestrogénothérapie locale, elle est contre-indiquée en cas d'antécédent du cancer du sein. D'accord. Maintenant, sur les dernières choses que j'ai découvertes aussi en préparant cette communication, sur les dernières revues de littérature, l'oestrogénothérapie locale est contre-indiquée en première intention. C'est-à-dire que quand on a donné des traitements locaux non hormonaux et qu'on n'a pas eu de réponse, que la patiente persiste, on peut proposer une oestrogénothérapie locale. Premièrement, je remercie infiniment Madame Aboul Fadl, toute l'équipe organisatrice, le conseil, le bureau, l'équipe. Ça me fait énormément plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et je profite de l'occasion aussi de poser quelques questions à Bouziane. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que la ménopause est un état physiologique. On devient vieux ou vieille, malgré nous, et c'est la conséquence du temps. J'étais jeune avec mes cheveux, maintenant je suis chauve, j'ai plus de cheveux, des cheveux blancs. Si vous aussi, je le voyais aussi, il était jeune, mais maintenant il est... Voilà, c'est le temps. Je dis ça pour vous dire que les conséquences de la ménopause, elles sont là. Et elles doivent être là.
Et le traitement qu'on adapte, c'est pour cela qu'il n'y a pas une supériorité d'un traitement par rapport à l'autre, parce qu'on traite les conséquences de la ménopause. On ne traite pas l'étiologie on ne traite pas l'étiologie, on traite la conséquence. Donc si on s'amuse à voir sur le plan, puisque vous avez attaqué le problème génito-urinaire, si on voit quelles sont les perturbations qui se voient à la ménopause au niveau de la muqueuse vaginale, ben je dirais en général que nous, moi, vous, tout le monde, on a 10 à la puissance 11 cellules dans notre corps. Cellules qui appartiennent à moi. C'est mes cellules. Mais au sein de mon organisme, au sein de mon corps, il y a 10 à la puissance 12 microbiotes. Des cellules qui n'appartiennent pas à mon organisme. Inna Allah la yastahi an yadriba matalan ba'udatan fama waqaha. En fait, la ba'uda, c'est les humains. C'est nous. J'ai cru qu'au début que le ba'uda, c'était la moustique, mais c'est les humains. Et ma fawqaha, c'est ce qu'on possède. C'est les cellules qui n'appartiennent pas à l'organisme, mais qui existent sur nous, qui colonisent notre corps. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a cette interaction entre le corps humain et les microbiotes qui va aboutir à ces complications. Que ce soit au niveau vaginal, que ce soit au niveau pulmonaire, que ce soit au niveau intestinal, que ce soit au niveau cutané, cette faiblesse cutanée qui existe à la ménopause. Donc, à mon sens, est-ce qu'il y a des études qui ont ciblé les microbiotes vaginales dans le traitement dans des signes trophiques de la ménopause? Parce qu'en fait, il faut être logique. On donne des antibiothérapies, par exemple. Je donne une antibiothérapie abusive, j'aboutis à des mycoses vaginales. J'aboutis à une altération. Et tout le monde nous a dit que le bacille, le fameux bacille de Doderlein transforme l'acide en l'acide lactique pour diminuer le pH. La diminution de pH va inhiber la multiplication bactérienne, tout ça. Est-ce qu'on a une idée sur ça? Est-ce qu'on a amélioré le bacille de Doderlein? Est-ce qu'il y a d'autres bacilles qui n'ont pas, qui sont en voie de découverte, ou qui jouent un rôle très important dans le pH vaginal, dans l'atrophistie vaginale? On se cache derrière les conséquences, toute l'industrie pharmaceutique se cache derrière la conséquence et on ne cherche pas la cause. Et quel que soit le traitement qu'on va proposer, ça va pas être une réussite à 100%, à mon sens. On est dans le palliatif. Malheureusement, c'est ça le problème. C'est une question de philosophie. Non, c'est pas philosophie. C'est un bac science. Non. Je suis pas un bac philosophie. On va peut-être avoir la réponse demain. On a une session sur le microbiote. On aura la réponse. Merci, Dr Rouziane, pour votre exposé. Une petite question. Vous avez parlé de la baisse de la fécondité. Je vois des femmes qui sont jeunes, qui ont un taux d'AMH assez faible. Est-ce que c'est un signe annonciateur de la ménopause précoce? C'est une bonne question, Dr Choukairi. Je suis contente de vous voir. Je ne vous avais pas aperçu. Merci également. Alors, la chronologie que j'ai citée, j'ai parlé de la ménopause physiologique. Je n'ai pas parlé de ce qui est insuffisance ovarienne prématurée. Maintenant, comme je vous disais, ce n'est pas l'histoire de 1 ou 2 ans. C'est vraiment une chronologie qui est étalée sur le temps. Ce que j'ai exposé, c'est quelque chose comme 15 à 20 ans. D'accord ? Effectivement, on voit de plus en plus, en tout cas c'est un ressenti des collègues, que les femmes sont ménopausées de plus en plus tôt, ou en tout cas qu'elles ont parce qu'on a cette facilité maintenant de faire des taux d'AMH, qu'elles ont des AMH basses de plus en plus tôt. Est-ce que c'est dû à un mode de vie? Est-ce que le stress y est pour quelque chose? Est-ce que l'alimentation y est pour quelque chose? On ne saurait dire. Mais en tout cas, d'un point de vue, on va dire, étude de la ménopause, à partir du moment où les patientes ont des cycles encore réguliers, on suppose que la fonction ovarienne fonctionne quand même. Parce que l'AMH, elle nous donne une idée sur la quantité des ovocytes. On sait tous que les femmes n'ovulent pas tous leurs ovocytes, qu'il y a une déperdition.
au fil des cycles, il y a une certaine déperdition des ovocytes. Et on ne sait pas dire s'il faut une telle proportionnalité d'ovocytes pour avoir un tel taux d'ovulation. D'accord? Donc, elle ne nous donne aucune idée sur la qualité de l'AMH. Ce n'est qu'une quantité, en tout cas jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il est admis, c'est que tant que les femmes, en dehors des âges de la ménopause, vous parlez bien des femmes de 30 ans, 35 ans et ainsi de suite, tant qu'elles ont encore des cycles qui continuent à être réguliers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification du cycle, on suppose que tout va bien. D'accord? Il n'y a pas maintenant de recommandation à aller chercher cette insuffisance ovarienne prématurée en dehors de signes cliniques. Maintenant, si elles ont une modification du cycle, oui, il faut s'alarmer et aller chercher peut-être. Merci beaucoup, Bouziane. Merci beaucoup, professeur Bouziane. C'était vraiment excellent. Merci. Un petit geste au Sada. Bon,